vous sur Sud Radio pour les débats avec aujourd'hui Alexis Poulain. Bonjour, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorial. Non, je m'arrête là. Je vois ce que vous avez Voilà, je m'arrête, éditorialiste sur Sud Radio. Nicolas Corato, président du think tank Place de la République. Bonjour Valérie. Bonjour Éric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio. On vous retrouve dans Revel en campagne. Ouais. Et votre et excellent... parfois Revel à la campagne, ça dépend. Ça dépend, voilà, au bord de la mer. On va faire comme les Martines. Et on va reparler de votre petit éditorial de ce matin à propos des entreprises françaises en Russie. Ça fait partie des sujets que je voulais aborder. Et François Monboise, président de la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Bonjour à vous. Alors, on va évidemment parler donc de ce casse-tête pour les entreprises françaises. Elles sont accusées parfois quand elles restent comme certaines en Russie, mais ce n'est pas si simple parfois pour elles non plus de prendre la décision de tout fermer. A-t-on enlevé le masque trop tôt? Hidalgo, le fiasco annoncé. Hollande, on sent, est dans les starting blocks et se voit en sauveur. Et puis McKinsey, je voudrais qu'on en reparle quand même, parce que ça ne prend pas. C'est quand même une affaire assez grave. Vous nous en aviez parlé, Alexis Poulain, la semaine dernière. Et ces cabinets de conseil qui ont été très largement sollicités pendant le mandat de notre président de la République. Alors commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Nicolas, c'est avec vous qu'on va commencer. Oui, c'est un coup de gueule, enfin en forme de cri d'alerte sur un fait divers dont on parle, à mon avis, insuffisamment, qui est l'assassinat en plein Paris, boulevard Saint-Germain, de Federico Aramburu, qui est un ancien international de rugby, qui a été assassiné à bout portant par manifestement deux hommes, accompagnés d'une jeune femme, deux hommes qui étaient des militants d'extrême droite et qui l'ont assassiné de 6 balles dans le corps. Voilà. Ouais. Alors, c'est un fait divers terrible, c'est certainement un assassinat. Pour l'instant, une des personnes a été interpellée en Hongrie et ces personnes sont présumées innocentes. Il y a une enquête en cours, moi je ne connais pas les détails. Mais je m'interroge sur une chose, c'est quand même sur la circulation de ces armes. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que deux jeunes gens de moins de 30 ans, militants d'extrême droite, aient dans leur voiture deux armes de poing dont on comprend également que l'une des armes était portée par l'un des deux jeunes hommes pendant la première altercation. Moi, je suis assez inquiet de la circulation des armes en France. Elles circulent dans tous les milieux. Je vous rappelle par exemple que l'enquête avait prouvé que Koulibaly, le terroriste assassin de l'hypercachère, avait trouvé ses armes auprès de milieux d'extrême droite lillois. Bref, il y a une connexion des armes et je trouve que ce sujet, on ne le traite pas assez. C'est-à-dire combien d'armes circulent réellement en France, comment on les trace, comment on surveille ce marché, qui en sont les instigateurs, d'où viennent ces armes, pourquoi est-ce qu'elles circulent quasiment aussi librement. Moi, je suis un militant politique, je n'ai jamais imaginé aller m'acheter une arme. Enfin, donc, mais je vous encourage à regarder ça doit exister encore en replay sur RMC Story, le document de Jérôme Pierrat qui est allé dans une cité à Marseille et qui raconte avec des images extrêmement vous en aviez parlé, effectivement, choc la façon dont ces armes, des armes de guerre même, sont en vente libre, cachées évidemment, mais libre. Donc, mais je vais juste permettre une petite précision, Nicolas. Je reviens pas sur ce que vous avez dit sur ce militant d'extrême droite qui, de sang-froid visiblement, assassine une personne parce qu'elle s'est juste engueulée avec elle après une soirée dans un bar. Donc je reviens pas sur l'horreur de ça, mais d'abord, il faut savoir que il y a différentes catégories d'armes, que pour certaines catégories d'armes, vous avez besoin de permis, mais pas pour d'autres. 22 Lanrive, par exemple, vous pouvez acheter une carabine 22 Lanrive. Vous pouvez acheter un fusil de chasse. C'est la question que je pose. Autant de dégâts. C'est la question que je pose. Est-ce que c'est justifié qu'on puisse acheter des armes aussi facilement? Oui, mais aussi facilement. Oui, mais d'un autre côté, sur le darknet, comme vous le savez, vous pouvez acheter les Kalachnikov et les terroristes ou les voyous des banlieues ne s'en gênent pas, puisque parfois on en retrouve. Donc on achète aussi de la Kalachnikov sur Internet. Je crois que ça vaut 250 ou 300 euros. Je fais pas la pub, mais et ça, c'est personne ne contrôle absolument pas ça. Alors que vous avez des armuriers
qui vendent des armes, il faut quand même donner une pièce d'identité, etc. Donc même pour une vanne de Longrive, c'est référencé. Bon, mais ça ne retire rien à la monstruosité de ce qui s'est passé. Bien sûr. Et puis le deuxième point, mais j'en avais déjà parlé ici à ce micro, c'est qu'il y a une note de la DGSI qui a été formulée il y a plusieurs mois maintenant sur le danger que représentait le terrorisme d'extrême droite en France, avec 11 enquêtes qui sont en cours. Ça n'empêche pas de dénoncer le terrorisme islamiste, etc. Mais qu'on prenne conscience. Non, mais qu'on prenne conscience. Oui, mais on va dénoncer tous les terrorismes. Mais je veux parler plus spécialement de celui-là. Moi, je suis inquiet de l'armement, de la dangerosité d'un certain nombre de militants d'extrême droite qui prouvent aujourd'hui dans les rues de Paris qu'effectivement, une altercation peut dériver en meurtre, en assassinat. Enfin, très franchement, c'est le cas à Marseille, c'est le cas. Mais il y a des règlements de compte. Là, là, franchement, enfin, si on regarde les faits qui ont été livrés par la presse, c'est une altercation qui arrive quand même à un assassinat à bout portant sur un trottoir en plein Paris, boulevard Saint-Germain, quasiment devant le ministère de la Défense. Voilà, enfin, voilà où on est, voilà comment ça se passe et où ça se passe. Donc moi, je pense que la dangerosité de l'extrême droite, elle est réelle dans ce pays. Il faut en prendre en compte. Il faut avoir ce sujet en tête. Et qu'il y a un vrai sujet sur la circulation des armes dans notre pays, et que ce sujet pourrait être traité aussi par nos politiques. Beaucoup de nos auditeurs font référence également à des militants d'extrême gauche qui sont attaqués à des soutiens d'Éric Zemmour. Donc il y a un peu... Pas en tirant à bout portant sur et pas en utilisant des armes à feu. Bien sûr. Je ne sais pas, vous voulez réagir, Alexis Poulain Oui, c'est sûr que cette question du trafic d'armes et de la circulation des armes, elle est importante parce que c'est encore un tabou. On se rappelle du règlement de compte à Dijon, qui est ma ville natale, entre tchétchènes et dealers d'un quartier, où on avait vu des armes dernier modèle qui avaient été sorties, et le maire de Dijon dire « j'ai pas vu d'armes sur les vidéos ». Donc il y a un déni du politique par rapport à cette circulation des armes. J'espère que les services de renseignement ont quand même des idées sur l'arsenal qui circule aujourd'hui en France. Et puis l'autre problème en parallèle de ça, c'est la montée de la violence systématique. Enfin, le fait qu'on en arrive à tirer sur quelqu'un comme ça à froid, c'est... Oui, alors c'est pas nouveau. Il y a toujours eu sortir de boîte de nuit, ce genre de choses avec des couteaux, etc. Maintenant, on passe à l'arme à feu. Après, ce sera quoi? Enfin, c'est terrible de voir ce degré de violence dans la société qui est qui est endémique et qui maintenant est mortel. Enfin, il a toujours été, mais la question des armes à feu, oui, elle est taboue malheureusement, et pourtant, elle en dit long sur le degré de violence dans la société. On va continuer. François Monbois, c'est un coup de projecteur. Oui, parce qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique, de la nécessité de sortir des fossiles. Et en France, en général, on dit qu'on se débrouille bien pour l'électricité. Et là, la semaine prochaine, on va ouvrir une nouvelle centrale électrique dont personne ne parle parce que c'est une centrale à gaz. En Bretagne, au milieu de la Bretagne, enfin au fond à droite, à Landivisiau. Pourquoi? Parce que les Bretons ont refusé le nucléaire il y a très longtemps maintenant. Souvenez-vous, c'était Plogoff du temps de Mitterrand. La Bretagne est approvisionnée en électricité par Cordemais, qui est tout près de Nantes, tout près de la raffinerie qui est du charbon, c'est pas terrible. Un bout par Flamanville aussi. Et donc il fallait une centrale d'appoint en Bretagne, parce qu'on a beau faire des éoliennes partout, ça suffit pas. Et donc on va faire une centrale à gaz. Au moment où Zelensky, cet après-midi, va demander sans doute à la France de moins être dépendant du gaz russe. Donc je trouve ça quand même hallucinant. Ce qui est hallucinant aussi, c'est que personne n'en parle. Donc le ministère, évidemment, on ne va pas aller inaugurer, je pense, mais les écolos, vous n'avez pas Greenpeace là-bas. Personne n'en parle absolument. Donc c'est une centrale qui va rejeter 1 million de tonnes de CO2 par an. Alors Total dit, parce que c'est Total qui va l'exploiter, que ça sera peut-être moins s'il l'exploite moins, parce que c'est prévu pour être une centrale d'appoint. Donc c'est quand même un peu bizarre de dire qu'on fait une centrale pour pas s'en servir. Et elle est subventionnée. C'est-à-dire qu'il y a un article dans le Télégramme de Brest qui explique qu'ils vont toucher 40 millions d'euros par an. Parce que EDF paye les centrales d'appoint qui l'aident quand il y a des pics de consommation. Donc on marche vraiment sur la tête quand même. C'est pas sérieux. Non, je voulais juste rigoler un peu sur un sujet sérieux. Je dirais c'est la première marche de l'autonomie de la Bretagne, puisque le Fonds de Libération de la Bretagne a dit après la Corse, nous aussi on réclame l'autonomie. Donc peut-être que voilà, ils ont déjà l'infrastructure gazière qu'il faut. Un petit mot, puisque vous faites référence à l'autonomie, et je crois que c'était aussi Nicolas Corato a hésité entre deux coups de gueule, c'est les drapeaux en berne en Corse, suite à la mort
d'Ivan Colonna, ce qui est... c'est terrible. Ce qui interroge quand même, non? Non seulement ça interroge, mais je me suis fait un petit raisonnement. Alors, il vaut ce qu'il vaut. Il a été reconnu coupable de l'assassinat d'un préfet, Ivan Colonna. 3 fois. 3 fois, ok. Bon, certains disent... Alors, il est innocent. Il est sûrement innocent. Alors, moi, je fais appel à l'honneur corse, qui est une valeur absolument incroyable. L'honneur corse, on ne rigole pas avec ça. Eh bien, si Ivan Colonna n'est pas coupable de l'assassinat du préfet, eh ben, le Corse, parce qu'on imagine quand même que c'est un indépendantiste corse qui l'a assassiné, mais au nom de l'honneur corse, qu'il se dénonce. Oui. Bah oui. L'honneur corse, enfin, moi, je crois à cette valeur. Mais dans ces cas-là, si c'est pas Colonna, il aurait été mal jugé par la justice française. 3 cours. 3 cours. Bah, alors, dans ces cas-là, celui qui l'a tué au nom de l'honneur corse et de la mémoire d'Ivan Colonna, il peut pas dire c'est moi? Ouais. Ça vous choque ou pas, Alexis Poulain, ces drapeaux en berne? Non, c'est une affaire. Moi, je pense qu'il y a d'abord le temps du deuil à respecter pour la famille d'Ivan Colonna, évidemment. Mais c'est sûr que cette affaire Colonna, l'assassinat du préfet Erignac, n'a pas fini de tout donner. Et je suis d'accord avec Eric. Après tout, si ce n'est pas Ivan Colonna le coupable, qui est le coupable? Et à ce moment-là, qu'il se dénonce aujourd'hui, même s'il est en fuite. Enfin, je ne sais pas, mais voilà. Et si c'est pas un Corse, c'est Corse doit savoir qui c'est, parce que tout sait sur l'île. Voilà. Alors qu'il le dénonce. C'est bien tout le problème. Et si c'est un Corse, qu'il se dénonce. Absolument. Alexis, coup de gueule. Un coup de gueule, un commentaire amusé, désabusé sur l'actualité de la campagne, cette campagne qui ne passionne pas, qui est compliquée. C'est l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron qui se plaint des règles des réseaux sociaux qui ne permettent pas à leurs candidats de donner à plein toute sa mesure. Alors, c'est vrai que le compte Avec Vous, le compte de campagne d'Emmanuel Macron ne compte que 24 000 abonnés sur Twitter. C'est peu comparé au compte du président de la République, mais lui ne peut pas utiliser son compte de président pour faire campagne de candidat, donc c'est compliqué. Alors que les autres, qui ont des gros comptes politiques, peuvent le faire et donc touchent beaucoup plus de monde sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire, c'est pas la peine de jouer à Calimero parce que en regard de ça, on voit la stature médiatique d'Emmanuel Macron avec la crise en Ukraine, mais aussi avec ses différents déplacements. Personne n'a un accès aux radios et télévisions comme lui, donc il faudrait pondérer un peu et c'est un peu normal, j'ai envie de dire, que les réseaux sociaux soient peut-être l'endroit de campagne le favorisé par les autres candidats qui n'ont pas cette exposition médiatique et qui justement jouent à plein cette carte-là parce que ça leur permet d'engranger des voix et des voix jeunes. Et donc c'est ces règles un peu difficiles. L'Arcom qui essaye de mettre ça en place pour la première année parce que jusqu'à présent les réseaux sociaux étaient peu scrutés en termes de campagne, mais ça sert à rien de se plaindre compte tenu de la visibilité médiatique du président candidat. Je trouve ça même un peu déplacé quand on voit le mal qu'ont certains candidats comme Jean Lassalle à se faire voir, à se faire entendre. La démocratie, c'est aussi partager le temps de parole. Oui, les réseaux sociaux, c'est un accès libre aussi. Ce sont des entreprises privées, non? Oui, mais justement, ça permet à des candidats comme Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, qui n'ont pas la surface médiatique d'Emmanuel Macron, d'exister et de porter leurs idées. Donc, c'est aussi normal qu'il y ait peut-être pas les mêmes réseaux en fonction du profil de candidat. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant avec le coup de cœur. Je sens ironique d'Éric Revel et on va parler des entreprises jamais des entreprises françaises en Russie et puis également d'Anne Hidalgo et de François Hollande. À tout de suite. Les débats avec vous jusqu'à midi. On va parler de la Russie et du casse-tête des entreprises françaises, également des cabinets conseils, en particulier de McKinsey, dont on parle finalement assez peu et il n'y a pas tellement de réactions politique sur le sujet, ni même judiciaire. On pourrait s'attendre à ce que le parquet se saisisse de l'affaire McKinsey qui ne paye pas ses impôts en France. Et puis Anne Hidalgo, le fiasco annoncé avec François Hollande qui sort le bout de son nez. C'est ça dont vous vouliez nous parler, Éric Revel ? J'ai un coup de cœur admiratif pour le président Hollande. Vous voyez, je suis admiratif. Hier soir, il était en soutien à la candidate du Parti Socialiste, Anne Hidalgo. Je la refais la petite blague, parce que je crois que je suis un des pères de la petite blague, mais maintenant elle traîne partout. C'est qu'évidemment, Anne Hidalgo, elle est bientôt rejointe en intention de vote par le taux du livret A. Voilà. On en est là. Et le taux du livret A, il est à 1%. Donc, je suis admiratif de François Hollande,
parce qu'il vole au secours d'une candidature qu'il sait condamner d'avance. Mais je pense que derrière tout ça, il y a une analyse psychanalytique de François Hollande. C'est que François Hollande, en réalité, est le fossoyeur du Parti socialiste lorsqu'il dirigeait ce pays. Il avait expliqué que son ennemi c'était la finance, mais à part le slogan pour le faire élire, le reste n'a pas vraiment été suivi de fait. Je pourrais multiplier les exemples. Donc il est, d'une certaine manière, le fossoyeur du Parti socialiste, et psychanalytiquement, parce qu'il n'arrive pas à assumer la culpabilité de ce naufrage dont il est l'un des responsables, il vole au secours de la candidate qui incarne encore le PS. Alors, c'est une analyse un peu psychanalytique, mais François Hollande, qui est un homme intelligent, doit se dire, mais je vais dans cette galère, pourquoi ? Pas parce qu'elle va être présente au second tour, Anne Hidalgo, mais juste parce elle que va être présente. Non, parce qu'elle ne sera pas présente. Elle sera pas présente. Mais juste, je pense dans la tête de François Hollande, parce que j'ai tellement fait de tort à ce Parti socialiste, je l'ai tellement effondré qu'il faut bien que je fasse quelque chose, voilà. Et c'est le seul, parce que vous n'êtes pas un éléphant du Parti socialiste aujourd'hui qui vient à son secours. Enfin, c'est une débandade totale. Même l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë. Alors le différent date d'il y a très longtemps avec Bertrand Delanoë, parce que je pense qu'elle avait commis la maladresse, Anne Hidalgo, lorsque Bertrand Delanoë gentiment l'a fait élire au suffrage indirect à Paris. Elle avait supprimé le bureau de passage qu'avait Bertrand Delanoë à la mairie de Paris. Et vous voyez, parfois, ça tient un peu de choses, les querelles. Mais là, le retour de boomerang est assez fort. Donc, oui, François ? Oui, en plus, je crois qu'Anne Hidalgo, elle a expliqué dans quelques interviews, quand elle était arrivée à la mairie de Paris, rien n'allait, etc., ce qui n'était pas très gentil pour son prédécesseur. Ce qui est impressionnant pour François Hollande, comme pour Ségolène Royal, c'est qu'il ne raccroche pas. Parce que Ségolène Royal non plus, elle est sur les plateaux. Elle soutient Jean-Luc Mélenchon. Hein. Elle soutient Mélenchon. Je pense qu'elle a estimé que c'est par les Insoumis qu'elle aurait une chance d'être proposée comme sénatrice. Enfin, il ne raccroche pas, Hollande. Oui, il ne raccroche pas. Et même, on a appris, et ça a été, moi, ça m'a été confirmé par des gens qui ont participé à des réunions secrètes. Parce qu'il envisageait, oui, mais on me l'avait dit, je voulais pas y croire, des réunions secrètes avec des publicitaires pour envisager des affiches, avec des affiches de campagne, etc., d'être candidat en pensant qu'Anne Hidalgo allait renoncer. Donc il est toujours sur le coup. Et hier, il a rappelé sa loyauté, mais il a déjà ouvert la porte sur l'après Hidalgo. Alexis Poulain. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'arrêtent pas. Alors, je ne sais pas si la France est le seul pays où on a des politiques professionnelles comme ça qui sont là année après année. Il y a Manuel Valls aussi, on pourrait parler de lui, qui est en train de proposer quasiment un ministère de l'intelligence ministre. Enfin, c'est extraordinaire. Donc, on peut dire que ça n'en finit pas, mais on a aussi Nicolas Sarkozy, qui est l'ombre aussi chez LR. Va-t-il ou pas soutenir Emmanuel Macron officiellement ? Enfin, c'est une politique zombie. Avec ces revenants perpétuels, des gens qui ne quittent pas la scène politique parce qu'ils ne savent faire que ça finalement, qu'on n'a pas forcément dans d'autres pays ou pas de manière aussi caricaturale. En France, on a l'impression vraiment d'un théâtre de Guignol où malgré les épisodes successifs, les scènes continuent, mais on a les mêmes qui restent et qui s'incrustent alors qu'ils n'ont plus rien à faire en fait dans le nouveau spectacle qui est proposé. Mais c'est la politique française. Oui, Nicolas. Non, je voulais juste préciser à Eric quand même que j'ai senti Nicolas que j'avais quasiment offensé, que Monsieur Cazeneuve a soutenu Anne Hidalgo. Il faut le reconnaître. Il faut peut-être lui en donner crédit parce que lui est resté fidèle. Et il n'a pas, à mon avis, beaucoup d'intérêt à le faire. Mais en tout cas, Cazeneuve il a pensé à un moment donné se présenter aussi. A apporté son soutien à Anne Hidalgo. Et puis sur François Hollande, je suis assez d'accord avec votre traitement psychanalytique. Je dirais que le vrai sujet, c'est l'acte manqué. C'est-à-dire que si François Hollande est responsable de l'état dans lequel est la gauche aujourd'hui et pas uniquement le Parti socialiste, c'est justement parce qu'il a renoncé à se présenter en 2017 à sa propre succession. Et que ce renoncement à l'obstacle explique en grande partie l'état dans lequel est le Parti socialiste et une grande partie de la gauche aujourd'hui. Et qu'effectivement, le voir aujourd'hui donner des signaux de son éventuel retour en politique, on a juste envie de lui dire, il y a
5 ans de retard. C'est-à-dire que on l'attendait il y a 5 ans et pas 5 ans après. Donc effectivement, je partage ce traitement psychanalytique, mais plus sur le registre de l'acte manqué que de l'assassin qui revient sur les lieux de son crime. Ouais. Je voudrais ça y est, on a réglé le cas du coup de cœur, du PS, un joli coup de cœur. Bah voilà, ça nous a permis, dans les sondages, je rappelle qu'elle est créditée de 1,5% à 2,5% au mieux. C'est 1. Voilà, donc il a été augmenté de 0,5 que Jean Lassalle. Faut avoir le cuir tanné quand même pour. La politique, c'est terrible. Mais je trouve que le visage d'Anne Hidalgo est très marqué. Bien sûr, mais vous avez raison, Valérie. Il y a aussi la dimension humaine. Il y a la dimension humaine, c'est d'arriver à tenir comme ça. C'est difficile. Russie, donc le casse-tête des entreprises françaises, donc les grands groupes Danone, Decathlon, Leroy Merlin, Renault ont décidé de rester en Russie. C'est un marché très important pour la France. Certains mettent notamment en avant la nécessité de leur activité. Le gouvernement, on le sait, n'a pas formulé d'obligation de quitter la Russie. On a vu que Total était sous la pression de certains activistes puis de certains salariés qui ne comprennent pas, puisque la compagnie pétrolière a annoncé ce matin la fin de ses achats de pétrole russe. Éric Revel, c'est pas si simple que ça. Non, c'est pas si simple que ça, parce que ça fait toujours bizarre de parler de business, d'entreprise et d'emploi quand vous avez des populations civiles qui sont massacrées en Ukraine. Mais la réalité est la suivante. Total, sous la pression politique, a décidé à partir de la fin de l'année, 2022, décembre, d'arrêter tout approvisionnement de pétrole russe, sans d'ailleurs vendre les participations que le groupe Total a dans beaucoup de gaziers russes, pour un argument qui s'entend, qui est de dire, mais si moi je vends les participations dans le business russe que j'ai là-bas, en fait c'est les oligarques russes ou les investisseurs russes qui vont racheter, et donc en fait vous voulez les sanctionner, mais vous allez les aider en permettant de racheter à pas cher mes participations. Bon, ça c'est l'argument. Mais derrière, la réalité, c'est que vous avez 500 filiales françaises qui travaillent en Russie. Vous avez 160 000 salariés russes qui dépendent de groupes français. C'est le premier employeur privé en Russie, la France. Vous avez 35 groupes du CAC 40 sur 40, donc, les grands groupes qui sont cotés à la Bourse de Paris, qui ont une activité en Russie. Donc, ça représente un tissu économique important pour la France. Encore une fois, ça fait bizarre d'en parler lorsqu'on voit les images qu'on voit en Ukraine, mais bon, il y aura un jour l'appel plus vite possible et tout ça va se mettre en place. Bon. Vous avez donc 35 groupes du CAC 40 sur 40 qui sont présents en Russie. Et vous avez par exemple, prenez Renault, qui est adossé au groupe Avodaz, qui est le producteur de Lada historique. Renault, c'est le deuxième marché de vente de l'automobile pour Renault, pour la marque aux losanges, derrière la France. Donc les enjeux sont considérables en réalité. Encore une fois, je mets des guillemets à tout ça, parce que la vie humaine n'a pas de prix, et on ne peut pas la comparer à la relance du business, mais c'est tout ça qui se joue en ce moment. Et vous avez un groupe qui est le groupe Mullier, avec différentes enseignes bien connues, Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, qui continue à être sur place. Parce que Leroy Merlin est devenu la première enseigne de vente de bricolage en Russie. Ils ont plus de 100 magasins, Leroy Merlin. Ils ont plus de 100 magasins, je crois que c'est 75 ou 77 000 employés. Ils ont fait un pari très fort, il y a quelques années, de faire du Made in Russia en Russie, ce qui était plutôt habile, et ils ont un succès énorme. Si vous êtes un groupe de luxe, Valérie, après la guerre, vous continuerez à acheter du Hermès, du Vuitton, donc pour les marques de luxe françaises, mais après de moins de risques. Mais pour des groupes comme ceux-là, qui sont sur des segments Decathlon, Auchan dans les supermarchés, ou Leroy Merlin, vous prenez un risque en laissant le terrain libre. On va en débattre dans un instant. Petite pause, à tout de suite. Les débats jusqu'à midi. Petite précision, Eric, plusieurs auditeurs se débattent sur Facebook et vous interpellent sur la vente de vin de l'Euro-Ifle, qui n'est pas si simple que cela. Oui, c'est pas si simple que ça. Alors, la réglementation a peut-être évolué, mais je veux dire une chose. Moi, mon père était un tireur, il faisait du tir en stand, et les armes qu'il avait, et qui étaient en vanne de long rifle, parce que je rappelle qu'une vanne de long rifle, pour les spécialistes, ça tire des vannes de long rifle longues ou courtes, mais aussi des bosquettes, les experts apprécieront. Et à ma connaissance, il n'avait pas de port d'armes, mon père. Oui, mais alors, ça a peut-être changé. C'est ce que nous dit Pascal, qui dit grosse erreur. Moi, je fais du tir sportif, licencié au ball-trap en France. Il y a des catégories. Et la carabine 22 long rifle ne s'achète pas comme avant. Il faut être licencié. Idem pour un pistolet 22 long rifle. Il faut se renseigner. Je rappelle que le ball-trap, c'est avec ce qu'on appelle des 12 ou des 16 en skip. Donc là aussi, question que je pose aux auditeurs. Est-ce qu'on peut acheter plus facilement un fusil de chasse? Parce qu'un fusil de chasse,
que vous tiriez à la balaylette ou à la chevrotine qui est maintenant interdite, en fait, ça fait aussi des dégâts et vous pouvez tuer quelqu'un avec. Voilà. Donc je donne ça à nos auditeurs qui ont fait remarquer effectivement que peut-être la législation est évoluée. Avait évolué. On parlait des entreprises en Russie. Nos auditeurs nous disent on nous rouble dans la farine. Voilà, Total nous rouble dans la famille. Nicolas Corato, ce que disait Éric Revel, à savoir que c'était pas si simple que ça, qu'il y avait quand même des implications, des groupes qui travaillent en Russie, qui ont. Et je peux souscrire à ce que dit Éric. Après, je remarque que c'est toujours beaucoup plus difficile et plus compliqué pour le patronat et le grand capital que pour les simples citoyens. D'ailleurs, ces entreprises que vous avez citées ont dépensé des millions d'euros en marketing, en communication pour nous vendre le registre de l'entreprise citoyenne. Eh bien, vient l'heure de leur demander d'être solidaires d'une action politique commune, citoyenne, qui est effectivement de faire face à un ennemi qui est Vladimir Poutine. On a demandé aux Français, le chef de l'État leur a dit que il allait falloir qu'ils se chauffent peut-être un peu moins, 1 degré de moins, qu'ils payent un peu plus le fioul, qu'ils payent un peu plus l'essence, qu'ils travaillent un peu plus aussi parce que les sanctions auront des répercussions sur la vie économique et sociale de l'ensemble des Français. Et puis on voit des entreprises en Russie qui nous expliquent que tout ça est très compliqué pour elles. Mais c'est très compliqué aussi pour le particulier, pour les gens que nous sommes, pour les gens qui nous écoutent, de vivre les conséquences de ces sanctions économiques. Donc il faudrait pas. Moi je veux bien qu'on prenne en compte la complexité et la difficulté d'un certain nombre de grands groupes à quitter la Russie et à être solidaires d'une démarche gouvernementale que les Français ont adoptée. Mais je veux à ce moment-là aussi qu'on prenne en compte la difficulté pour les Français. En gros, c'est toujours facile pour les Français et c'est toujours compliqué pour le grand patronat. Je vais vous répondre. Je pense que les choses sont un peu plus nuancées. Ok, je vais vous répondre très simplement. Je comprends votre remarque et encore une fois, j'y ai mis beaucoup de guillemets parce que l'horreur de la guerre en Ukraine, ça dépasse évidemment la vie humaine, dépasse la question des profits. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Mais Nicolas Corato, vous serez sans doute le même à dénoncer plus tard ce que vous venez de dénoncer en amont, c'est que si ces mêmes entreprises dont on parle, qui sont encore en Russie, devaient quitter la Russie pour être solidaires, comme vous le dites, et devaient, parce qu'elles vont dégager moins de chiffre d'affaires et moins de marge, licencier en France, vous seriez le premier également à dénoncer ces entreprises qui virent du monde. Je pense que je continuerai à dénoncer leur niveau de dividende, distribué par rapport au coût social. On est citoyens, mais soyez cohérents. Non, mais il faut être cohérent. Ces entreprises servent des dividendes à leurs actionnaires et ont les moyens de garder des emplois en France. Mais le roi Merlin a la majorité de ses emplois. J'ai découvert ça hier en Russie. C'est aussi une réalité. François Monboisse. Oui, c'est pas simple. J'ai entendu le délégué CFTC de Leroy Merlin sur une radio et il était assez mesuré et plus proche de ce que disait Nicolas Revel que Éric Revel. C'est pas simple. Il y a énormément de gens dans les magasins là-bas. Qu'est-ce qu'on fait si se retirer d'eux, c'est pas facile pour certaines entreprises. Ça veut dire quoi concrètement se retirer? C'est vraiment pas simple. Et puis je rajoute juste un petit truc. Alors, c'est peut-être une menace que fait peser le gouvernement russe, mais il faut l'avoir en tête parce que c'est apparu dans plusieurs papiers et dans plusieurs déclarations. Le gouvernement russe, donc Vladimir Poutine, menace également les groupes étrangers qui quitteraient la Russie de les nationaliser, c'est-à-dire de mettre la main sur leurs actifs. Donc c'est un vrai sujet. Il y a le sujet de quand je reviendrai, j'aurais perdu mes parts de marché. Bon, ce qui plaît pas à Nicolas Corato, qui est un défenseur anti-patronal. Bon, très bien. Mais il y a aussi la menace. Il y a aussi la menace que fait peser Poutine de nationaliser les groupes qui tailleraient la route au pire moment de l'histoire. Enfin, en tout cas, vu du côté de Poutine. Ouais, Alexis Poulain. Oui, c'est le problème, tout le problème de ces sanctions contre la Russie. Alors en plus, il faut savoir que le choix des entreprises, c'est un choix par entreprise. Il n'y a rien qui oblige du gouvernement, rien du tout. Non. Donc il faut arrêter aussi de mettre la morale dans chaque interstice. Oui, la guerre, c'est condamnable. Elle est absolument condamnable. Ce qui se passe en Ukraine est totalement condamnable au niveau des droits de l'homme. Et chaque guerre, c'est à peu près la même saloperie. Là, maintenant, mettre la morale dans les échanges économiques, on voit bien que derrière, il y a quelque chose de l'ordre de se tirer une balle dans le pied et de foutre en l'air l'économie européenne et les champions du CAC 40. Et évidemment, comme le dit Éric, ça paraît totalement cynique de dire ça parce qu'on regarde le nombre d'enfants tués, on regarde
regarde bien sûr les réfugiés ukrainiens qui arrivent par millions, mais une autre réalité, c'est que on a un marché, la Russie à côté, que la guerre, elle sera pas éternelle et qu'effectivement, il faut penser à l'économie autrement. Aujourd'hui, la guerre, elle est économique. C'est faux de croire qu'il n'y a pas une guerre mondiale. Elle existe. Le choix justement de l'OTAN, des États-Unis, de pousser toujours à ostraciser la Russie, le peuple russe aussi, de cette façon-là, c'est une guerre. Et il ne faut pas se leurrer. Et cette guerre, elle va avoir des répercussions sur notre mode de vie, sur notre niveau économique. Et les sanctions s'ajoutent en plus à cette guerre morale. Donc oui, je comprends tout à fait ces positions et calmons-nous. Et juste, je rappelle avant que Nicolas, parce qu'il me fait les gros yeux, parce que voilà, ils se drapant derrière une morale qui n'a pas lieu d'être dans les échanges économiques. Comme je sais que Nicolas Corato et Alexis et tout le monde aiment le débat intellectuel, juste je voulais rappeler cette petite phrase de Consponville qui va bien dans le débat, qui disait l'économie n'est ni morale ni amorale, elle est amorale. Voilà. C'est important. Mais l'économie n'a pas à être morale ou immorale. C'est autre chose. Amoral, c'est sans morale. C'est pas immoral. C'est pas la même chose. Comme je suis ultra minoritaire, je vais essayer d'être un minima radical. C'est pas moi qui introduis de la morale dans ce débat. Ce sont ces entreprises qui se sont drapées dans des postures d'entreprise citoyenne, de responsabilité sociétale des entreprises. Personne ne leur a demandé depuis 10 ans d'investir ce schéma-là. Je remarque que, et vous avez raison, c'est une logique de pur marché, de pure économie, c'est une logique très rationnelle qui les amène à rester en Russie, mais ce que je dénonce, c'est qu'on ne peut pas à la fois être une entreprise et décider de rester en Russie, décider de rester sur un marché dans un pays qui est devenu un pays, pardonnez-moi de le dire, ennemi au nôtre, et puis en même temps en France, de développer des campagnes de communication sur l'entreprise citoyenne et sur la responsabilité sociétale des entreprises. Vous mélangez deux choses. C'est pas aussi simple que ça. La responsabilité sociétale des entreprises, elle s'est pas greffée sur un cas de figure d'une économie de guerre, pas du tout. La responsabilité citoyenne des entreprises telle qu'elle est construite en France depuis une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle la RSE. Vous voyez, c'est-à-dire c'est des ratios sociaux et des valeurs morales. Mais pour un pays comme le nôtre, avec le niveau de développement donc Lafarge en Syrie, c'est pas RSE. Non, mais ça c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais on peut en parler. C'est la même chose en Russie. Mais moi, je suis le premier à dire que pendant la guerre d'Irak, où les Américains ont déclaré sur de faux arguments d'une arme de destruction massive, qui a permis ensuite, une fois que l'Irak a été en partie rasé, de reconstruire, sont les entreprises américaines. Halliburton, pour ne pas la citer, est venu reconstruire. Donc, moi, ce que j'aimerais quand même, si vous voulez, quand on parle et quand on montre du doigt, parce que c'est aussi être finalement anti-français, Nicolas Corato, que de ne montrer du doigt que les entreprises françaises qui, dans des situations... C'est parce que vous parlez des entreprises françaises, on peut parler des autres, moi j'ai pas de problème. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, et là je partage avec Alexis le point, c'est que plus vite on aura la paix, plus vite on sera évidemment heureux, notamment pour le peuple ukrainien. Mais derrière la réalité, vous la connaissez. Si tout le monde continue à commercer avec la Russie, on n'aura pas tout de suite la paix. Mais en réalité, derrière, les entreprises, les grands groupes, y compris américains, vont se battre pour prendre des parts de marché. C'est ça. Je suis désolé d'en parler en ce moment, mais c'est la réalité. François Monboisse. Oui, il ne faut pas être naïf parce que les sanctions, tout le monde le dit, même ceux qui sont à fond pour, ça n'agira pas avant quelques mois. Donc c'est pas ça qui va changer malheureusement ce qui se passe sur le terrain. Et soyons pas naïfs aussi, le résultat pour l'instant des sanctions pour les Américains, c'est qu'on va leur acheter des gaz de schiste et que les Américains et les Allemands leur achètent des avions. Donc c'est tout bénéfice pour les... Je crois qu'effectivement, il ne faut pas être naïf. Il y avait un article pas mal dans Le Monde il y a une semaine qui dit en fait on veut traiter la Russie comme la Corée du Nord, mais c'est pas la taille de la Corée du Nord. Mais non, mais les implications ne sont pas les mêmes. Vous avez vu, moi ça m'a frappé, le 12 février, il y a une fusée Soyouz qui est partie de Kourou. C'est dire si on était lié avec la Russie. Enfin, on travaillait pour lancer des fusées dans l'espace avec eux. Donc, vous imaginez pour les gens à Kourou de couper les liens avec la Russie. J'ai entendu que tout le programme spatial européen, d'ailleurs, est complètement arrêté parce qu'on travaillait, on coopérait avec la Russie. Donc, c'est pas simple. Il n'y a pas de solution facile. La guerre est épouvantable en ce moment, mais je comprends la position des industriels qui disent attention. Et encore une fois, écoutez ce délégué syndical CFTC, je crois. Le roi Merlin, il était très mesuré là-dessus. Très mesuré. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un tout petit instant. On va reparler de ces cabinets conseils McKinsey. Sommes-nous face à un scandale d'État? À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Je voulais qu'on revienne sur cette affaire McKinsey. Jamais les cabinets de conseil n'avaient eu autant d'influence sur la décision
public. C'est ce qu'a révélé le rapport d'une commission d'enquête sénatoriale. On l'avait évoqué avec vous, Alexis Poulain, la semaine dernière. Les cabinets ont été consultés sur la gestion de la crise sanitaire, la réforme des aides personnalisées au logement. Bref, beaucoup d'argent. 1 milliard d'euros au minimum ont été dépensés par l'État. 40 millions pour McKinsey, dont on a appris que les filiales françaises ne payaient pas les impôts. Milliards. Non, pas payé. 1 milliard au total. 1 milliard au total et 40 millions pour 2021. Voilà, pour 2021. Oui, pour une seule année, mais... Donc, et surtout, on a appris que les filiales françaises ne payaient pas les impôts en France, ou au moins pratiquaient l'optimisation fiscale. Alexis, vous êtes étonné qu'on n'en parle pas plus, ou qu'il n'y ait pas... il y a notre... Alors, on en parle, mais pas... Alors on en parle, mais pas sous le bon angle. C'est-à-dire qu'on donne la parole à Bruno Le Maire qui se félicite en disant que, pris la main dans le sac, McKinsey va finalement payer ses impôts en France. Une enquête sera diligentée, que le parquet va être saisi pour les mensonges sous serment d'un des associés gérants de McKinsey, disant que l'entreprise payait ses impôts en France. On le savait, dès 2021, un article du Monde parlait de cette petite pirouette dans le Delaware qui permet à McKinsey de ne payer que 175 € d'impôts par an en France. Tout ça a été connu sur la table, et aujourd'hui on a une classe politique qui veut nous faire croire qu'elle n'était pas au courant, alors que ce sont eux qui financent avec l'argent public ces cabinets de conseil privés qui ensuite font les lois pour nous maltraiter. Je crois que c'est un scandale d'État massif qu'on doit dénoncer. C'est la dépendance à la fois des politiques vis-à-vis de ces cabinets de conseil étrangers anglo-saxons, mais c'est aussi l'endogamie, c'est-à-dire que ce soit le fils de Laurent Fabius qui est associé McKinsey, le fils d'Ursula von der Leyen, qui n'a rien à voir, soyez un peu honnête, il a rien à voir, c'est une énorme boîte McKinsey, et Victor Fabius s'occupe de marketing et d'entreprise. Mais si, ça a tout à voir, c'est l'endogamie des élites. C'est-à-dire qu'il y a quelques années de ça, on parlait de Goldman Sachs et des revolving doors. Vous savez, ces portes tournantes qui font qu'on peut être un coup banquier chez Goldman Sachs et puis un coup à la tête de l'État italien, par exemple. Ou alors faire la reconstruction de la dette grecque. Tout ça, c'est le problème de l'endogamie des élites, entre guillemets, qui font qu'on peut passer du privé au public et se passer le réseau. On l'a dans la poche, donc on le récupère avec des marchés publics d'un côté, de l'argent public de l'autre, et puis on continue à faire des politiques publiques qui n'ont plus rien de public. On a là affaire à des entreprises privées qui gèrent l'État à la place de politiques qui devraient protéger. Emmanuel Macron doit être le garant des institutions. Depuis 5 ans, il n'a fait que saccager les institutions en France et le contrat républicain. Et c'est ça le scandale. C'est à un moment, on ne peut pas continuer avec des gens qui pensent que c'est normal. C'est pas normal de faire appel à des cabinets de conseil pour faire des PowerPoint pour gérer la chose publique. C'est pas normal. On a une école nationale d'administration. Ça sert à quoi ? À rien. On a un auditeur qui nous dit Macron va demander à un autre cabinet conseil de gérer ce problème. Et notre ami Régis de Castelnau tweetait hier: que font les magistrats du PNF, c'est-à-dire le parquet national financier? Il y a un scandale majeur, pas quelques grattages comme avec Fillon, pas d'enquête préliminaire, pas de procédure fulgurante, pas de communiqué, rien. Et c'est ça qui, une semaine après, est interpellant. Alors, bien sûr. Moi, j'aimerais remettre tout ça dans le contexte, si vous permettez. Le recours au cabinet conseil a commencé nettement sous Nicolas Sarkozy. Bon, là, on atteint un rythme de recours et d'utilisation de l'argent des contribuables absolument spectaculaire, puisque le chiffre que vous donnez, Valérie, 1 milliard d'euros, c'est pour 2021, et ça a été multiplié par 3 par rapport à 2020, qui était déjà très important. Pour moi, ça pose plusieurs types d'interrogations. Première interrogation, c'est évidemment l'efficacité des conseils qui sont donnés. Je vous rappelle que dans le rapport sénatorial ou dans le livre de Mathieu Aron et de Madame Caroline Aguirre, Les Infiltrés, on montre que parfois ces cabinets conseils ont facturé de manière exorbitante, mais le prix d'un conseil chez McKinsey est très cher, en publiant des rapports, mais parfois sans même publier de rapport. Donc ça pose une question de transparence, d'utilisation, mais de transparence. Est-ce que vous avez vraiment travaillé pour toucher autant d'argent? Et à chaque fois, première question. Deuxième question, ça pose la question de la fonction publique française. C'est que quand vous avez un tel recours à des cabinets privés, vous dévalorisez votre propre fonction, vous dites en fait, les gars, vous ne servez à rien. Jusque et y compris les hauts fonctionnaires qui sont pourtant très bien formés. Je rajoute un autre petit problème, c'est que McKinsey, par exemple, ou d'autres cabinets conseils vont plus loin dans les secteurs dans lesquels ils interviennent. Ils interviennent, Valérie, y compris sur des politiques publiques de défense.
Ça veut dire que quand vous êtes un cabinet comme McKinsey américain ou d'autres anglo-saxons, vous avez accès à des données que vous pouvez très bien répercuter à des puissances étrangères, fussent-elles américaines. Donc ça pose également ce sujet de fond. Et moi, ce que je crois, c'est que derrière tout ça, en fait, il y a l'installation d'un système. C'est quoi le système ? C'est que si vous passez de la fonction publique en ayant recours à des cabinets conseils, vous pourriez, avec 1 milliard d'euros, former des hauts fonctionnaires pour être plus ou moins ou plus compétents sur les sujets qui sont ceux-là. Mais en fait, la question que je me pose, d'où peut-être la mise en place d'un système, c'est qu'en réalité, personne n'est parvenu à faire la réforme de la fonction publique et que peut-être en ayant recours au cabinet conseil, vous instillez l'idée que la fonction publique n'est plus nécessaire et que vous allez vous appuyer dorénavant sur le privé. Alors Nicolas. Oui, je partage. Pour une fois. Non, mais je suis complètement d'accord avec non pas quelques nuances, mais quelques ajouts. D'abord, dire que on peut se féliciter quand même qu'encore une fois, ce soit une commission d'enquête du Sénat qui enquête et qui lève ces informations de la manière la plus documentée qui soit. Je m'étonne d'ailleurs que les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale aient du mal à travailler et du mal à trouver des sujets. Je m'étonne, je m'en inquiète, j'alarme. Voilà. Je remarque que l'affaire Benalla, c'est une commission d'enquête du Sénat, que McKinsey, c'est une commission d'enquête du Sénat, que sur la crise Covid, c'est quand même le Sénat qui fait la commission d'enquête la plus documentée. Bref, heureusement que le Sénat existe. Et pour ceux qui parfois imagineraient autre chose institutionnellement, je pense qu'on peut se féliciter que le Sénat existe. Rappelez-moi la majorité de parlementaires de droite, au Sénat. De droite. C'est des gens de droite. Non, mais vous savez, il y a des gens bien partout, Eric, vous en êtes la preuve. Deuxièmement, dire quand même que moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que là, on ne parle que de l'activité de ces cabinets conseils dans la sphère publique. Mais je rappelle que simplement, la sphère publique représente à peine 10% de leur chiffre d'affaires en France. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup plus de dégâts dans les entreprises privées que dans les services publics. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'ils font des dégâts. Et il faut imaginer, écoutez, pour les avoir connus dans des entreprises privées, vous avez des entreprises privées qui ont été quasiment démantelées par ces cabinets, attendez. Et que vous pouvez aller regarder dans le service public, Nicolas, lisez les infiltrés de Aron et de Aguirre. Ce qui est incroyable, c'est que je ne minimise pas. Vous payez McKinsey pour faire des trous, à tort ou à raison, dans la fonction publique, et une fois que la puissance publique s'aperçoit que ça tourne plus, ils font appel de nouveau à McKinsey pour leur demander comment on fait. Et puis les mêmes cabinets vont travailler pour des acteurs privés pour leur expliquer comment prendre la place du secteur public qui vient d'être dépecé par leurs bons conseils. C'est-à-dire qu'il y a une forme, donc effectivement, il y a une forme de système. Alors c'est pas un système qui est centré autour d'un seul acteur, puisqu'il y a des myriades d'acteurs. Et moi, j'ai pas de problème au recours au conseil externe. Je pense qu'il faut pas qu'on mette tout le monde dans l'eau du bain. Il y a d'ailleurs des cabinets conseils français qui donnent de très bons résultats. Et je suis d'accord avec vous, Eric, ça pose un problème de souveraineté. Bien sûr. L'accès à ces données, mais même à des données de santé publique, mais chaque ministère, y compris l'éducation nationale, chaque ministère devrait faire attention, effectivement, à la manière dont il donne accès à ces données, la manière dont ces consultants sont traités. Et j'ajoute une dernière chose. On ne peut pas dire depuis des années dans ce pays qu'il y a trop de fonctionnaires et à chaque élection présidentielle avoir des candidats qui nous disent ce sera 150 000 en moins, 200 000 en moins, 300 000 en moins, et à un moment s'étonner qu'effectivement, comme il faut quand même que l'action publique continue, eh bien on externalise l'intelligence, la matière grise auprès de ces cabinets qui n'ont d'autre objet social que l'intérêt non pas d'eux-mêmes, mais de leurs actionnaires, qui sont très majoritairement des actionnaires étrangers. François Monboise, vous les connaissez, ces cabinets conseils ? Je connais des gens qui travaillent pour eux, oui, et j'ai eu, parfois des missions. C'est des gens très intelligents et qui font des rapports très bien faits. Mais il faut savoir les encadrer. Il faut que les gens qui commandent le rapport soient capables d'évaluer le rapport, de le critiquer et décident ou pas de le mettre en place. Il ne faut pas prendre ce que fait le cabinet sans le mettre en place. Je pense qu'il faut regarder la façon dont les rapports ont été attribués, les missions. Moi, j'ai vu un peu quelques auditions au Sénat avec la sénatrice Éliane Assenssi. C'est vrai qu'il y avait des réponses hallucinantes, hallucinantes sur le rapport pour organiser un colloque pour l'éducation nationale, où le partenaire McKinsey ne savait pas dire ce qu'il avait fait. Ce qu'il avait fait. Or, il était quand même auditionné pour ça, donc il avait dû se préparer. Donc je pense qu'il y a un problème de manque de qualité des gens qui ont commandé les rapports par rapport à ceux qui ont fourni les rapports. Ils n'ont pas été capables d'évaluer le rapport, de critiquer, de remettre en cause. On peut refuser, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on demande de poursuivre, et ça n'a pas été fait. Non, mais la question, c'est pourquoi on a recours à un cabinet extérieur pour organiser un colloque pour l'éducation nationale.
Alors là, je me demande si le point de Nicolas n'est pas juste, c'est-à-dire qu'on a désorganisé et déstaffé l'administration, certaines administrations, ce qui fait qu'il n'y a plus personne capable de faire des études. Oui, mais sur les conseils, l'administration, si vous dites, bon, mais en plus du travail quotidien... Non, les cabinets conseils, ils ont conseillé pour faire comment licencier des gens avec le droit du travail et avec le statut de la fonction publique. Sur le bouton, il y a un trou dans la raquette. Oui, mais c'est l'État qui a appuyé sur le bouton, c'est pas le cabinet. Bien sûr. Mais comment se fait-il, et là je voudrais qu'on réponde à la question de notre excellent ami Régis de Castelnau, c'est pourquoi est-ce que le PNF ne s'intéresse pas à ce qui se passe? Mais ça on n'en sait rien, parce que par définition, s'il y a une enquête préliminaire, on n'en connaît pas l'existence. On n'en connaîtra l'existence quand il y aura une information judiciaire ouverte. C'est-à-dire qu'ils s'autosaisissent, le PNF, ils font ce qu'ils veulent. Alexis Poulain. Ce problème, au-delà de la campagne du PNF, de la rapidité de la justice, c'est un problème systématique. C'est-à-dire que l'hôpital de flux, c'est aussi quelque chose qu'on doit au cabinet de conseil. La dégradation de l'éducation, de la santé publique, c'est les cabinets de conseil. Les plans sociaux, c'est les cabinets de conseil. Donc, il y a un vrai problème de fond. C'est-à-dire pourquoi continuer avec, et là où le problème, et on peut parler de collusion et peut-être en fonction de l'enquête de corruption, pourquoi notre argent public, en opacité totale, c'est le ruissellement, va uniquement vers ces cabinets étrangers, avec en plus le risque de perte accrue de souveraineté, avec ces données qui ne devraient pas tomber dans le domaine privé auprès de ces entreprises, sachant que ces entreprises font un travail de copier-coller sur le Covid, notamment en reprenant à peu près les mêmes plans au niveau mondial. Donc en plus de ça, on a un abrutissement généralisé des politiques publiques au niveau mondial et le fait que le politique organise sa sortie, en fait, en disant « je ne sers plus à rien ». Finalement, ce qu'il faut, c'est gérer de manière technocratique les humains et tout ce qui est idéologie, tout ce qui est politique, tout ce qui est alternatif, ça ne sert plus à rien. C'est dangereux, c'est quelque chose de l'ordre vraiment de l'abrutissement généralisé. Je vois pas d'autres mots. Donc il faut en sortir et vite. Peut-être qu'on peut, comme on se dit tout, je pense que pour l'avoir vécu, et on est peut-être plusieurs autour de la table à avoir vécu, il ne faut pas exonérer la responsabilité du politique et du décideur. C'est-à-dire que vous êtes un ministre, c'est ce que disait François. Vous êtes un ministre, vous arrivez dans un ministère, vous voulez mettre en œuvre un certain nombre de réformes, et vous voyez que votre administration centrale, les fonctionnaires qui sont là pour de bonnes ou de mauvaises raisons, parfois et souvent pour de bonnes raisons, qui tiennent à l'intérêt général, vous expliquent que votre réforme, elle n'est pas si bien que ça et qu'il ne faut pas la mener comme ça. Finalement, vous pouvez passer outre votre administration en effectivement externalisant toute la gestion de votre réforme auprès d'un cabinet conseil qui, lui, vous dira que vous avez 100% raison, puisque de toute façon, il est payé par vous, pour vous, et uniquement sur cette mission. Et c'est un moyen de détourner, l'administration. Les syndicats de profs soutenir une réforme. Et bien justement, du coup, parfois c'est plus facile de passer par un cabinet conseil que par une administration. D'accord, mais la construction de la réforme, elle va se faire en interne, mais elle se fait jamais non plus. Confère l'éducation nationale. Bon, Nicolas. François, c'est la seule façon, effectivement, de faire des réformes contre votre administration. Absolument. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. À suivre André Berkoff.